Vous suivez Burkina Info, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le gouvernement Paul Kabatieba 1 est composé de 36% de jeunes, une volonté manifeste du pouvoir en place de prendre en compte les préoccupations de cette frange de la population. Corruption en période électorale, des acteurs politiques nient les accusations de cas de corruption rendues publiques par le RENLAC. Et les députés de l'Assemblée nationale ont procédé à la désignation des membres de 6 commissions. Répondre aux aspirations de la jeunesse burkinabé, fer de lance de l'insurrection populaire, voici l'un des défis auxquels devra s'attaquer le nouveau gouvernement. Cette équipe est donc constituée de 36% de jeunes, selon le Premier ministre Paul Kabatieba. Face aux journalistes hier, ce dernier est aussi revenu sur la nomination de Simon Compaoré au rang de Premier ministre, de ministre d'État, Cheikh Omar Bondogo. Après la publication de son gouvernement, le Premier ministre est revenu plus en détail sur l'équipe qu'il venait de mettre en place. Il est 11h ce 12 janvier. Paul Kabatieba face aux hommes de médias pour des explications sur la composition du gouvernement. Une question se pose alors, celle de la place de la jeunesse dans cette équipe. Si vous regardez bien les statistiques, vous verrez que là, l'objectif est à peu près rempli dans la mesure où la proportion de jeunes qui sont membres du gouvernement tourne autour de 36%, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qui prépare la relève, ce qui permet également au niveau du gouvernement de prendre en compte des porte-voix de ces jeunes qui sont l'espoir du pays et qui vont exprimer les aspirations de la jeunesse au sein des décisions gouvernementales. Pour ce qui est de l'absence de la société civile au sein du gouvernement, son chef se veut on ne peut plus clair. Il faut que les gens cessent de penser que la seule façon d'apporter sa contribution au progrès de ce pays-là, c'est de s'asseoir dans un portefeuille gouvernemental. On peut servir son pays partout. Comme à l'accoutumée, la rencontre avec les hommes de médias était surtout interactive. De nombreuses préoccupations ont été soulevées, parmi lesquelles la nomination d'une tête bien connue au poste de ministre d'État. Je nommais un ministre d'État, simplement, c'est un ordre protocolaire dans le gouvernement. Compte tenu de l'expérience de l'intéressé, compte tenu de ses acquis dans l'administration, dans la haute fonction publique, dans le gouvernement précédent, etc. C'est juste une question protocolaire pour tenir compte de son expérience, de son rang. On le nomme ministre d'État. Donc c'est uniquement protocolaire. Il n'a pas d'attribution plus élevée qu'un autre ministre. Dans toutes les démocraties, les ministres les plus capés, les ministres les plus expérimentés, on les rend des ministres d'État. Quant au poste de porte-parole du gouvernement, le Premier ministre rassure. L'occupant sera désigné sous peu. L'enseignement secondaire non plus ne serait pas oublié. Il est implicitement rattaché à l'éducation nationale. Vous l'aurez remarqué, les membres du nouveau gouvernement ne sont pas tous apolitiques. Des acteurs bien connus de la scène politique nationale font leur entrée dans l'exécutif. Des noms comme Simon Compaoré, Tahirou Barry, Nestor Bassière sont tous liés à des partis politiques. Les grandes affiches politiques de l'équipe Paul Kabatieba, c'est avec Samba Kassile Traoré. Après plusieurs jours d'attente, la population du Burkina est enfin imprégnée de la composition du nouveau gouvernement de Paul Kabatieba qui se compose de 29 membres. On note dans ce gouvernement la présence de certaines têtes politiques. Simon Compaoré, deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès MPP, est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. En plus de cet ancien maire de Ouagadougou et membre du trio des plus proches compagnons du président élu Rochma Christian Kaboré, on note également dans ce gouvernement d'autres figures politiques ayant participé aux élections couplées du 29 novembre 2015. Il s'agit de Nestor Bassière, qui est le vice-président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNUPS. Cet ancien député de l'UNUPS dans la région des Hauts-Bassins est désormais le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Tahirou Barry, président du Parti de la Renaissance nationale Parent, est actuellement ministre de la Culture. Jusqu'à sa nomination, il était le directeur des ressources humaines de la société d'exploitation minière Bissa Gold. Les partis politiques dont sont issus certains de ces ministres, à savoir l'UNUPS et le PARA, ont eu un parcours remarquable lors des législatives, leur permettant ainsi d'avoir respectivement 5 et 2 députés à l'hémicycle.
Il y a lieu de se demander si la présence de cette tête politique dans le gouvernement Thiéba est fortuite, car on se rappelle encore de l'alliance faite par le mouvement du peuple pour le progrès à certains partis politiques afin d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En témoigne le groupe parlementaire Bourkidlim, formé par 7 partis politiques, dont le parent est l'UNUPS. Parmi les 29 ministres qui composent le gouvernement Paul Kaba-Thiéba I figurent plusieurs technocrates, des compétences placées dans leur domaine. Paul Kaba-Thiéba lui-même, Rosine Sori Koulibaly, René Bagoro, Michel Filiga, ce sont des techniciens placés à des postes qui leur ne sont pas étrangers. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. La machine gouvernementale tournera désormais à temps plein après 2 semaines sans gouvernement. Un gouvernement de rupture, mais aussi de technocrates, dira-t-on. Rupture dans son format nettement réduit et technocrate dans sa composition même. En effet, au-delà des critiques objectives que chacun se fait de la composition du gouvernement, il faut préciser que la majorité des ministères sont occupés par des techniciens du domaine. Cela se constate déjà à la primature avec le choix de Paul Kaba-Thiéba, économiste, qui sans doute travaillera à restaurer le niveau économique du pays actuellement fragile. Dans ce sens, il sied de remarquer la présence dans son gouvernement de quelques technocrates sans pourtant être exhaustive. Bessolé René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux. Bagoro, juriste de formation et magistrat de profession, il serait l'un des mieux placés pour répondre avec efficacité aux problèmes de ses collègues et des justiciables en général. Alizata Rosine Koulibaly Nessori, ministre de l'économie, des finances et du développement. Économiste de formation et précédemment représentante résidente du PNUD au Bénin, cette dame est bien placée pour conduire les affaires économiques et financières du Burkina. Autre technocrate dans ce gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Filiga Michel Sawadogo. Cet enseignant de droit fiscal à l'université Ouagadougou ne devrait pas souffrir de difficultés à travailler avec ses collègues et ses étudiants. Il connaît bien le milieu supérieur pour en déceler les besoins de chaque établissement. Terminons avec le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ce département est désormais à la charge de l'éditorialiste Rémi Fulgence Dandinou. Journaliste de profession, Rémi Fulgence Dandinou est mieux placé pour satisfaire les besoins de la presse en général, mais aussi et surtout pour assurer le maximum de communication requise autour des actions du gouvernement. Mais comme le dit l'adage, c'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon. Technocrate ou non, c'est à la hauteur de l'œuvre qui sera abattue que chaque ministre sera jugé. Toujours à propos de la composition du nouveau gouvernement, la représentativité des femmes dans cette nouvelle équipe est de 24% contre 30% comme l'aurait voulu le nouveau Premier ministre. Le ministère de l'économie, l'un des départements les plus importants du pays, est dirigé par une femme, Rosine Sori Koulibaly, la deuxième à occuper ce poste dans l'histoire du pays. Des précisions avec Cheikh Omar Bandogo. 23 ministres, 2 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Voici présenté de façon non exhaustive le tout premier gouvernement de Paul Kaba-Thiéba, le premier ministre nommé par le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré. Cette femme figure dans cette nouvelle équipe gouvernementale composée au total de 29 membres. Une représentativité de l'ordre de 24%, loin de satisfaire le chef du gouvernement. Celui-ci aurait souhaité atteindre la barre de 30% de représentativité de la jeune féminine dans son gouvernement. Mais Paul Kaba-Thiéba aura quand même œuvré à conforter la place des femmes au sein de son équipe. À défaut de leur permettre une représentation numérique conséquente, le chef du gouvernement semble avoir donné une place quelque peu importante à certaines femmes. Le ministère des Finances, de l'Économie et du Développement. Rosine Sori Koulibaly est désormais la deuxième femme de l'histoire de ce ministère à porter cette responsabilité de ministre en charge des Finances et de l'Économie. La première femme à la tête de ces départements est en effet Dame Bintou Sanogo, qui l'a dirigé pendant 3 ans, de 1988 à 1991. Sous sa direction, le ministère portait la dénomination de ministère des Finances. Toujours dans l'esprit de la place de la femme dans son gouvernement, Paul Kaba-Thiéba confie le point névralgique de la vie socio-économique du pays à 3 femmes. En plus de Rosine Sori Koulibaly à la tête du ministère,
Edith Clémence Yaka est portée aux fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement chargé du budget. Et Pauline Zouré qui complète le trio du genre avec le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement chargé de l'aménagement du territoire. 3 femmes donc à la tête du ministère des Finances, une grande première qui pourrait donc traduire la marche vers un renouveau voulu par le Premier ministre. Elle s'analyse par ailleurs en une confiance grandissante à la capacité des femmes à gérer ce ministère au visage masculin, laquelle confiance pourrait découler d'une gestion quelque peu réussie par la ministre déléguée en charge du budget sous la transition. Les défis liés au monde de la presse sont énormes et le nouveau ministre en charge de la communication en est bien conscient. À l'issue de la prise de contact hier avec le président du Faso, le ministre Rémy Danjinou a indiqué travailler pour le développement de la presse burkinabé. Ibrahim Zongo, reportage. C'est lui, Rémy Fulgence Danjinou, le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement. Un journaliste à la tête du département en charge des journalistes et des médias en général. C'est dit donc qu'il est très attendu par les entreprises de presse. Et cela... C'est une opportunité pour moi de poursuivre ce que j'ai toujours engagé il y a des années. C'est que je crois qu'il y a la place pour une communication au niveau national équitable, équilibrée et qui tienne compte de tous les médias, la presse écrite, la presse audiovisuelle privée et publique, mais également les nouveaux médias. Il y a également l'enjeu de la TNT que je vis de façon très particulière. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on me demande de travailler dans ce cadre-là, je pense que c'est une reconnaissance et un mérite et j'en suis très satisfait. Les attentes de la presse sont donc énormes et connues. Le désormais ministre de la Communication attend la lettre de mission du président du Faso pour, dit-il, commencer ce pourquoi il s'est toujours mis debout aux côtés de ses pairs, notamment le développement des entreprises de presse et des journalistes. Donc, je dis que j'attends la lettre de mission du Premier ministre qui va me définir les axes, mais il est important de rappeler qu'un certain nombre d'éléments ont été mis en œuvre. La convention collective a été signée. Il y a également depuis 2 ans déjà des allègements au niveau budgétaire qui ont été prévus. Il y a dans le budget de cette année un fonds de développement de la presse, des médias qui a été mis en place. Et je pense que toutes ces actions-là, petit à petit, doivent amener effectivement les entreprises et les personnes d'entreprise à aller dans le sens de cette convention-là. Mais il faut effectivement que la législation, en termes de fiscalité, favorise effectivement le développement de la presse et passe donc par un épurement de notre monde pour qu'effectivement les vrais organes de presse et les organes qui sont dans une situation fragilisée puissent bénéficier de toute l'aide et se développer. Somme toute, les attentes du monde des médias au Burkina Faso sont largement débattues et contenues dans le rapport de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Et ces attentes ne doivent pas souffrir de débats dans leur exécution pour peu qu'il y ait une volonté politique réelle. L'actualité, ce sont les acteurs politiques qui se défendent des accusations de cas de corruption électorale publiées par le RENLAC, le MPP, l'UPC et le CDP pointés du doigt par le réseau de lutte anticorruption, ni en bloc d'être mêlés à ces cas de corruption. Notre reporter Hassan Nakro leur a tendu son micro. Les élections couplées du 29 novembre 2015 ont été entachées de cas de corruption. C'est du moins le constat fait par le RENLAC. 241 cas de corruption électorale ont été enregistrés par le réseau, parmi lesquels le MPP vient en tête avec 50,21%, suivi de l'UPC 13,69% et le CDP en 3e position avec 9,96%. Des résultats rejetés par Alassane Sakandé, président du groupe parlementaire MPP. Bon. Moi, je voudrais qu'on soit réaliste et qu'on soit sincère. On a parlé de donner du carburant à des militants, donner des moyens de déplacement à des militants, donner de l'argent à des militants. Je voulais que les gens comprennent une chose. Au niveau des partis, nous devons aussi fonctionner. Et je défie une structure en place ici, qu'elle soit de la société civile ou politique, qu'elle me dise, est-ce que dans son fonctionnement, à quelque part, il n'y a pas quelque chose qui est prévu pour les déplacements? Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un en mission sans lui donner les moyens de se déplacer? Sans lui donner du carburant? Je me pose la question. Du côté de l'UPC, Charlona Ouattara, député et 2e vice-président de l'Assemblée nationale, a aussi émis des doutes quant à la véracité des faits. Je crois que l'UPC est un parti qui est venu dans le sens de chercher à mettre de l'ordre dans la politique au Burkina Faso.
qui apporte un changement important. Donc ça m'étonne très fort que l'UPC soit cité comme étant parmi les partis qui ont commis des irrégularités. Et au député Wenyele Sawadogo du CDP de conclure que leur parti, classé 3e par le RENLAC, est loin d'être une réalité vu que les comptes des leaders du parti ont été gelés. RENLAC étant ONG peut qualifier de ce qu'il veut. Quand on me parle de corruption, moi personnellement j'ai dirigé la direction de campagne législative du CDP à Tenga. Je n'avais même pas de moyens pour circuler par raison, corrompre quelqu'un. Tous restent sceptiques quant à la crédibilité de ces résultats liés à la corruption électorale effectuée par le RENLAC. Et la mise en place des structures de la nouvelle Assemblée nationale se poursuit. Ce matin, les élus ont désigné les membres des 6 commissions du Parlement. Par contre, la nomination des membres des différents parlements communautaires a été reportée à lundi prochain. La raison dans ce reportage signé Hassan Nakrou. Les députés de l'Assemblée nationale ont désigné à l'unanimité les membres des 6 commissions de l'Assemblée nationale ce jeudi 14 janvier 2016. Si la validation de ces membres a pu être effectuée le plus rapidement possible, celle des 52 députés devant siéger dans les différents parlements communautaires a été renvoyée au lundi 18 janvier 2016. Un renvoi que le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, justifie en ces termes. Comme indiqué au début de cette séance inaugurale, pour toutes les décisions au sein du Parlement jusqu'à présent, nous sommes allés sur la base d'une concertation entre les différents groupes. Il y a 5 groupes parlementaires qui se sont constitués et qui ont désigné leur président. Donc sur chaque question d'importance, nous faisons le devoir de consulter tous les groupes parlementaires afin de mettre les organes de l'Assemblée en place. À la question de savoir si la désignation de ces 52 députés ne créera pas de polémique au sein des groupes parlementaires, le président de l'Assemblée rassure. Il ne faut pas dévancer l'iguane dans l'eau. Nous avons une session qui va s'ouvrir lundi pour parler de cette matière. Donc lundi, vous aurez les résultats de nos concertations. Pour lui, en cas de manquement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ces parlements communautaires, les sanctions sont prévues. Sur cette question, nous n'avons pas vu les présidents de groupes parlementaires, mais il y a des sanctions qui sont prévues par le règlement déjà de l'Assemblée. Si vous avez lu le règlement adopté l'autre jour, il est prévu des sanctions. Donc, référez-vous à ce règlement. Aussi, la question des émoluments des députés, attendue par les hommes des médias, aura sa réponse le lundi 18 janvier 2016. Pour ce qui est des émoluments des députés, lundi, après nos délibérations, nous vous donnerons les résultats. Il faut noter que les concertations du lundi seront à huis clos, histoire de permettre aux députés d'échanger autour de ces points avant de les publier devant la presse. La suite de cette édition, les Burkinabés continuent de s'interroger sur la possibilité de l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré. Selon le journal La Lettre du Continent, l'ancien président Blaise Compaoré aurait officiellement pris depuis quelque temps la nationalité ivoirienne. Une mesure qui lui aurait été recommandée par son avocat, l'ancien bâtonnier français Pierre Olivier. Et à Ouagadougou, l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF récompense ses membres à l'occasion de son 20e anniversaire. Une remise de distinction et de dons à la police nationale ont ponctué hier cette commémoration. Le point, c'est avec l'Iradan Philippe Ada. Janvier 1996, janvier 2016, l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF a 20 ans. Elle a immortalisé son 20e anniversaire par une cérémonie ce mercredi 13 janvier 2016. Remise de distinction honorifique à certains membres de la structure et dons de matériel à la police nationale ont marqué cette commémoration. Pour le président de l'OTRAF, Issoufou Maïga, ces déventions ont abattu un grand travail durant ces 20 ans d'existence de la structure. Le premier président de l'OTRAF, Elhadji Sankara Boukari, a engrangé des acquis notables qui est résumé vraiment à l'essentiel, la mise en route du transport au Burkina et
et la construction de la maison des transporteurs à laquelle nous jouissons aujourd'hui vraiment toute avec la joie, où nous nous réunissions vraiment pour faire avancer le transport au Burkina. Au-delà de ça, il nous a légué une connaissance, je peux dire extrême, parce que les portes des relations sont ouvertes avec nous, et également la sagesse qu'il a transmise à notre jeunesse, qui aujourd'hui sont en train de prendre la relève pour continuer, pour assurer la continuité de ce qui, lui, avec son équipe, ont pu bâtir. Cependant, il estime que beaucoup de défis restent à relever pour la satisfaction du monde des transports du Burkina. Comme toutes les lignes ont été tracées par l'équipe précédente, notamment dirigée par El Hadji Sankara, nous avons placé notre mandat sur la signe de la continuité et de la professionnalisation. Donc nous allons mettre beaucoup d'accent sur la professionnalisation pour qu'un service à la hauteur soit rendu aux usagers. L'ex-président de la structure, Boukari Sankara, a été élevé au grade de président d'honneur à vie et l'un de ses pères fondateurs, Omarou Kanazoué, a été aussi distingué à titre posthume. Le groupe français Bolloré annonce investir à fonds propres près de 3 milliards d'euros pour construire une ligne de chemin de fer entre Abidjan et Cotonou. L'homme d'affaires Vincent Bolloré a indiqué ce jeudi qu'il n'aura pas recours à une introduction en bourse du projet pour financer sa construction. Et rappelons que le projet de boucle ferroviaire longue de 2700 km doit relier 5 pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Cette année encore, l'Arabie Saoudite a pensé aux personnes nécessiteuses du Burkina. La communauté musulmane a reçu cet après-midi un don de 260 kg de carcasses de mouton. La répartition de ce don devrait commencer dès demain. Ibrahim Zongo, reportage. 260 kg de carcasses de mouton destinées à la population burkinabé. Ce don, fruit de la coopération entre le Burkina et l'État islamique d'Arabie Saoudite, est destiné aux personnes nécessiteuses du Burkina pour leur permettre de communier avec le peuple saoudien. Il dit que ça c'est un don de sacrifice que l'Arabie Saoudite donne chaque année au Burkina Faso pour les personnes nécessiteuses au Burkina. Donc elle souhaiterait que ça renforce les relations entre les deux pays. La viande a été réceptionnée ce jeudi 14 janvier 2016 par la communauté musulmane et le secrétariat permanent du Conseil national du secours d'urgence et de réhabilitation. Et cette importante quantité de viande sera répartie dans tout le territoire national. Toutes les provinces, en tout cas, en bénéficieront. En plus des provinces, il y a certaines institutions telles que la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, le centre de l'OND de Tanguin, les cours de solidarité et bien d'autres structures qui bénéficieront en tout cas de cet important don qui iront directement aux personnes nécessiteuses de ce pays. Une équipe sera mise sur pied dès cet après-midi du 14 janvier pour l'évacuation de la viande vers les destinataires à travers les 13 régions du Burkina. Mais pour les provinces qui peuvent enlever dès aujourd'hui, nous mettrons en place une équipe qui travaillera 24 heures sur 24 pour mettre ce don à la disposition des populations. Il faut dire que c'est des denrées qui sont hautement périssables et elles ne doivent pas traîner en tout cas dans les magasins et nous ferons tout pour que ces denrées-là parviennent aux populations vulnérables. Les bénéficiaires, par la voix du secrétaire permanent du CONASUR, a rassuré le représentant de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite de la gestion à bon escient du don qui est destiné aux personnes nécessiteuses sans distinction de religion. Et il y a eu plus de peur que de mal ce matin dans le quartier populaire de Karpala à Ouagadougou. Une maisonnette servant de dépôt de stock d'essence est partie en flammes. Pour le moment, les causes de l'incendie sont inconnues. Hassan Nakro, reportage. Des murs calcinés, une toiture détruite, des fûts en ruine, voilà ce qui reste de cette maison qui servait de dépôt pour des revendeurs d'essence au quartier Karpala. En effet, un incendie se serait déclenché dans cette pièce ce jeudi 14 janvier 2016 aux environs de 8 heures avant d'être maîtrisé par les pompiers aux environs de 9 heures. Un incendie dont les causes restent méconnues des riverains. Quand je suis arrivé le matin, il n'y avait aucun signe annonciateur d'incendie.
Je suis entré dans ma maison pour prendre des vêtements et j'étais en train de causer avec mes amis. Quand je suis sorti, il n'y avait rien également. C'est à mon retour que j'ai vu le feu. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu les cris des gens. Et quand j'ai ouvert ma porte, j'ai aperçu les flammes. Je ne connais pas les causes. Les sapeurs-pompiers sont venus et ont réussi à maîtriser ces flammes. Selon Moussa Ouedraogo, l'un des riverains, l'incendie n'a pas causé d'énormes dégâts. Mis à part le carburant, il n'y avait rien d'autre dans la maison. Absolument rien. Nous ne savons vraiment pas d'où est venue la flamme. Dieu seul sait et nous abandonnons tout dans ses mains. Du reste, nous nous réjouissons qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines ni collatérales. Un fait qui vient soulever la nécessité de l'application effective de l'interdiction de revente clandestine du carburant au Burkina Faso. Hors de chez nous, une centaine de réfugiés mozambicains ont rejoint le Malawi ces derniers jours. Ils ont fui les violences de l'armée dans leur pays, des violences politiques. Le régime actuel est à la recherche de partisans d'un opposant qui a décidé de s'emparer du pouvoir dans plusieurs provinces. Et depuis juin 2015, des affrontements éclatent régulièrement entre les forces gouvernementales et la RENAMO qui a rejeté les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014. 2 civils et 5 assaillants ont trouvé la mort ce jeudi dans une attaque à Jakarta, au cœur de l'Indonésie. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Une explosion s'est produite dans le centre commercial ce matin, suivie d'une fusillade. Le président indonésien s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il a qualifié l'attentat d'acte terroriste, demandant à son peuple de ne pas avoir peur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.